plus attendre, je vais demander donc à Florian Austruy, David Forge et Laurent Bernède de me rejoindre sur ce plateau. Florian Austruy, si même les intervenants sont en retard, c'est... Voilà, et ben les voilà. Je pense qu'on peut les applaudir. Vidéo. Donc là, vous voyez, je suis en train de passer le chisel sur un terrain argilo-calcaire dans le but de préparer le terrain au futur semis de blé. Je m'y prends pas mal à l'avance, 2-3 semaines avant les semis. C'est pas trop risqué, la terre ne va pas se refermer s'il pleut. Dans les terres que j'ai de type limon dans lesquelles je vais faire des blés aussi, je vais les préparer avec le chisel au dernier moment pour créer le lit de semence, car elles sont plus fragiles et sensibles aux pluies. S'il pleut sur ces autres terres, ça va créer une croûte de battance et il faudra à nouveau que je vienne passer un outil de travail du sol à dents ou à disque pour casser ces croûtes et pouvoir semer. Ici, à la suite de ce passage de chisel dans les argilo-calcaires, il va pouvoir pleuvoir quelques jours, ça ne va pas être gênant, la terre va rester friable, il n'y aura pas de croûte. Ça va même casser certaines mottes, ça va même finir de les casser. Donc là, ce terrain, au préalable, on l'avait passé au cover crop après la moisson. Et il y a eu aussi un désherbage qui a permis de lutter contre ce type de charbon. Aïe. Celui-là est très joli, c'est un charbon-marie, mais il est très embêtant aussi. On avait aussi d'autres charbons de ce type-là. Voilà, celui-là, je ne connais pas son nom, vous savez peut-être. Celui-là, il se répand pas mal avec ses rhizomes. Si on le sectionne, donc par une action mécanique, avec un outil par exemple, il va avoir tendance à se répandre sous terre avec ses racines et les rhizomes et se multiplier. Donc on va beau avoir le coupé. Si on veut lutter contre lui, contre ce charbon mécaniquement, il faut l'épuiser et par des passages d'outils répétés. On voit qu'il est en train de jaunir, il y a encore des parties vertes, mais je doute qu'il puisse être détruit totalement avec le désherbant. Les parties vertes me font penser qu'il va repartir. Oui, oui, on l'arrête plus d'ailleurs, c'est fini le temps où les agriculteurs étaient des taiseux. C'est terminé. Elles ont été détruites plutôt que le charbon. Le charbon merci beaucoup, parce qu'il y en a aujourd'hui des centaines de vidéos comme ça sur YouTube, sur la chaîne agricole. David Forge, merci beaucoup d'être avec nous. Pour ceux qui ne vous reconnaîtraient pas, qui donc vivent dans une grotte depuis une dizaine d'années, vous êtes le premier... ne touchez à rien, ne touchez pas. Normalement, ça marche. Vous êtes le youtubeur agricole ou l'agriculteur youtubeur, c'est vous qui allez nous dire comment vous situez le curseur, le plus célèbre de France aujourd'hui. Vous avez lancé cette tendance du partage de ce que c'est que la vie d'un agriculteur. Et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce que le net a changé dans votre manière de valoriser votre travail et aussi peut-être de travailler? Merci Sébastien de m'accueillir ici, donc je suis agriculteur céréalier en Indre-et-Loire, près de Tours. Je cultive donc du colza, du blé, de l'orge de manière conventionnelle. Et c'est vrai qu'assez vite après mon installation, je me suis muni d'une caméra, j'ai filmé mon quotidien depuis 2015. C'était quoi l'idée au départ? Donc l'idée au départ, c'est d'ouvrir mon métier sur le monde, tout simplement. C'est de montrer ce que je fais chaque jour presque. Donc, de manière régulière, je montre mon métier une fois par semaine, tous les mardis matins. Mais c'est un acte militant, parce qu'on parle souvent de l'agriculture effectivement comme d'un ensemble de métiers dans lesquels les gens sont plutôt isolés. C'était une manière de dire, regardez ce qu'on fait, arrêtez de nous voir comme ce qu'on n'est pas. Oui. Je ne sais pas si on peut dire si c'est militant ou quoi. Voilà, je tiens à montrer quelque chose de véritable, voilà, sur le métier que je peux avoir au quotidien et de ce que mes collègues aussi, voisins, peuvent voilà, le quotidien des voisins, c'est un petit peu ce que je fais aussi. Enfin, c'est d'exposer le métier d'agriculteur céréalier sur le monde, comme je le dis. Et cette notoriété, j'ai plus en tête le nombre de followers que vous avez, le nombre de vues, on se compte naturellement en millions, mais le nombre d'abonnés à la chaîne agricole, sur YouTube, ça s'appelle La Chaîne Agricole, c'est ça? Oui, donc sur YouTube, il y a à peu près de 45 000 abonnés. C'est vrai que ce sont des abonnés qui sont assez fidèles, c'est-à-dire quand une vidéo sort, dans les 10-15 jours qui suivent sa sortie, elle est vue à peu près par l'ensemble des abonnés, et puis par d'autres aussi qui recouvrent la chaîne.
chaque mois, ce sont à peu près 2000 personnes qui se rattachent, qui s'abonnent et qui viennent renforcer les rangs de vos fans. Et vous arrivez à voir un petit peu comment se matérialise cette population. C'est essentiellement des agriculteurs qui vous suivent ou pas du tout? Pas du tout. C'est vrai qu'à la base, je me suis destiné comme à un objectif de montrer mon métier aux novices, donc aux non-agriculteurs. J'avais donné un sondage sur l'une des vidéos, c'est possible sur YouTube, de sonder un petit peu son audience. Et il y a peut-être 40-45% de grand public qui ne sont pas du tout liés à l'agriculture. Il y a beaucoup de jeunes aussi en devenir d'être agriculteurs ou qui sont curieux de ce métier-là, donc peut-être 25%. D'accord. Et puis le tiers restant, 30% d'agriculteurs. Ou de para-agricoles, enfin de personnes du para-agricole. Donc ça, je suis surpris de cette population-là, de ces gens-là qui viennent me regarder, parce que des fois c'est des voisins à 10 km de chez moi qui me regardent. Et malgré qu'ils soient agriculteurs, parfois 10-20 ans plus âgés que moi, mes vidéos, le petit jeune du coin va leur apprendre quand même des choses personnelles, des techniques ou un matériel qu'ils n'ont pas. Donc ils sont assez curieux aussi de ce que je raconte. Donc ça plaît à tout le monde presque. Donc effectivement, il y a cette valorisation en ligne, il y a le net comme vecteur effectivement de compréhension et d'approfondissement de ces métiers qui peut donner envie effectivement de s'y mettre, parce qu'aujourd'hui dans le discours médiatique ambiant on a beaucoup de messages qui auraient tendance à refroidir ceux qui voudraient se lancer en agriculture, mais ça n'a pas refroidi Florian Ostruy qui est donc exploitant agricole à Saint-Martin-sous-Vigourou, donc tout jeune agriculteur. Ça fait combien de temps que tu as repris l'exploitation? Donc moi ça fait depuis le 1er janvier 2016 que je me suis installé. J'ai passé un an sur l'exploitation pour découvrir le milieu agricole avec mon oncle, donc toute l'année 2015. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'essaye de me développer, d'arranger aussi les bâtiments, de rénover et de suivre aussi la technologie dans l'agriculture d'aujourd'hui. Alors pourquoi ce choix à un moment donné? Parce que donc, Florian ne venait pas du tout du monde agricole, même si effectivement il y a une exploitation qui est depuis longtemps dans la famille, mais ce ne sont pas tes parents qui l'exploitaient en l'occurrence, et tu avais un métier avant, un autre métier. Donc oui, tout à fait. En fait, ça fait donc déjà l'exploitation, elle a plus de 200 ans. Ouais. Et avant d'arriver sur l'exploitation, je travaillais dans l'événementiel, le spectacle. En tant que technicien électronique. En tant que technicien, voilà, tout à fait. Donc on faisait toute l'installation en son, éclairage et vidéo. Et du coup, on était tout le temps, on va dire, dans ce milieu-là, à la pointe de la technologie. Et j'ai continué à garder ce rythme-là sur l'exploitation que j'ai repris. Et ce choix, donc, tu le fais à quel âge? Donc il y a 3 ans, 26 ans à l'époque? 25 ans. 25 ans. Pourquoi cette décision de changer de vie et de reprendre cette exploitation? Et puis avec derrière, quelle envie? Parce que tu n'avais pas forcément envie d'une vie d'agriculteur où on dort peu, où on est tout le temps pris. Donc comment tu construis ton projet à un moment donné sur cette exploitation? Donc en fait... tu voulais pas que ça sorte de la famille, tu voulais retrouver voilà. ton oncle qui l'exploitait. Voilà, mon oncle il a dû partir donc à la retraite. Et je voulais vraiment pas qu'il vende. C'était l'exploitation familiale, il fallait conserver le patrimoine. Donc je me suis lancé. Et puis j'ai voulu plutôt garder une vie privée, une vie de famille. J'ai des parents, j'ai une copine, j'ai des amis. Et je voulais avoir du temps à leur consacrer. Et donc en fait, c'est les technologies qui m'ont permis ce temps-là, puisque ça me fait gagner énormément d'heures par jour. Combien pour estimer sur une semaine le temps que ça te fait gagner? Entre ce qui concerne pâture et vélage des vaches, je gagne sur une semaine, je gagne facilement 10 heures. Ah oui, quand même. Sur une semaine. Ouais, ce qui permet quand même d'avoir un peu une vie, un peu des loisirs. Tout à fait. Les technologies que tu as déployées, donc c'est une petite exploitation en hectares? C'est une très très petite structure. Ouais. Donc j'ai 24 hectares. Ouais. Il y a là en ce moment une quinzaine de vaches, mais je suis en train de renouveler le cheptel et je souhaiterais arriver à 20-22 vaches en lait. En lait, ouais. Voilà. Parce que tu me disais, moi je prends le pari qu'on peut vivre
dignement, correctement, avec 20 vaches. Une petite structure menée très simplement peut très bien vivre. David, vous prenez du temps en plus pour faire ces vidéos, donc vos journées doivent être bien remplies. C'est pas le même modèle d'exploitation, c'est pas, mais j'imagine que effectivement vous prenez ce temps. Vous arrivez à trouver du temps pour vous aussi? Oui, clairement, oui, j'y arrive. C'est vrai que c'est pas comme le métier d'éleveur. J'ai un peu plus de plage horaire, de liberté, je dirais quand même. Le fait de faire que des céréales me permet quand même de faire cette activité vidéo qui me prend un petit peu de temps chaque jour, un petit peu de temps quelques soirs par semaine pour faire le montage. Mais c'est quelque chose ça fait des années que je fais ça à titre personnel, à titre de loisir. Les films de vacances, j'adore faire le montage de ces moments-là. Donc ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc quand c'est quelque chose qu'on aime et qui est passionnant pour soi, on compte assez peu. Mais voilà, c'est une demi-journée peut-être de travail de création de contenu vidéo par semaine. Donc Florian, les technologies que tu as déployées, alors c'est pas effectivement, c'est pas une usine, c'est pas de la high-tech, c'est pas des trucs partout, ça marche pas tout seul. C'est à taille humaine. On est sur des clôtures connectées et de l'assistance au vélage, enfin de l'alerte vélage. Voilà, tout à fait. Donc il y a le poste de clôture que je gère complètement à distance avec mon téléphone portable par SMS. J'envoie des SMS et il me répond par SMS. Et ensuite j'ai un système, le SmartVel, pour les vélages. Donc ça me prévient donc, par SMS et par appel. 1 heure avant que la vache va véler, ça me prévient d'un SMS. Du coup, dans les meilleurs des cas, quand tout se passe bien, le veau sort 1 heure après. Et sans ça, c'est quoi la situation? Parce que là, finalement, la vache vèle, des alertes comme quoi tout se passe bien, tu peux dormir tranquille? C'est ça, tout à fait. Je suis alerté à 1 heure avant, donc ça va être 4 heures du matin, à 2 heures d'après-midi, que la vache va véler dans 1 heure. Avant tout ça, il fallait aller les voir. Oui, il fallait aller voir. Il fallait aller les voir régulièrement, pas toutes les heures, mais toutes les 2 heures. On mettait le réveil à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, à 6 heures du matin. Ouais. La journée, on allait au prix, on allait les voir. C'est énormément de surveillance. Ouais. Et jusqu'au jour, au moment où on a trouvé que la vache va véler. Donc en fait, ça me permet d'avoir une liberté et d'être prévenu vraiment au dernier moment quand la vache va véler. Donc du coup, toi, tu te rends sur place ou parfois même tu la laisses véler tranquille? Non, il faut pas. Alors, au premier appel, je ne m'inquiète pas. Ouais. J'y vais 3 quarts d'heure après. Ouais. Donc normalement, le veau commence à sortir. Je laisse faire. Si tout se passe bien, je rate que tout le monde va bien, le veau et la vache. Si ça se déroule pas correctement, l'outil me rappelle. D'accord. Dans ces cas-là, c'est qu'il me faut intervenir. Ouais. Donc il faut prendre tous les outils, veileuse, voilà. Tous les outils nécessaires et intervenir manuellement sur la bête. Super. Merci Florian. Si vous voulez voir un petit reportage qui a été fait sur France 3 Auvergne qui sera diffusé dans le journal de France 3 Auvergne ce midi. Voilà, puisque effectivement la presse s'est intéressée à ce projet et à cette initiative et à ce jeune agriculteur. Laurent Bernet, cofondateur de WeFarmUp, start-upper agricole. Laurent, c'est quoi on va le dresser ensemble, le portrait de l'agriculteur 2.0, comme on dit, l'agriculteur du futur? L'agriculteur 2.0, c'est quelqu'un comme Florian, c'est quelqu'un qui est très affûté sur l'organisation de son travail, sur sûrement la dimension propre de son activité, sur la partie économique et gestion. Il l'a rappelé, 20 vaches laitières, c'est ça, ouais. Pour faire vivre un agriculteur, c'est quand même considérable. On sait en France qu'il y a des agriculteurs qui ont plusieurs centaines de vaches laitières et qui ont du mal à vivre, du fait de leur investissement et de leur lourd endettement et de manque peut-être de performance à un certain moment. Donc voilà, tout ça, c'est des agriculteurs, je dirais 2.0, qui vont vers de la performance, plus de connaissances et une meilleure gestion de leur activité de production. Alors Laurent, vous êtes non seulement cofondateur de WeFarmUp, dont on va parler dans une seconde, mais vous êtes vous-même agriculteur. Exactement, et c'est rallié en Lot-et-Garonne. C'est rallié en Lot-et-Garonne.
Vous avez vous-même mis des drones, des systèmes, comme on voit au Salon de l'Agriculture, on voit des drones semenciers, des tracteurs autonomes, des clôtures connectées, on en a parlé, des bêtes qui sont géolocalisées, etc. Vous avez tout ça encore Alors oui, on a des tracteurs qui ne sont pas autonomes mais qui sont autoguidés, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tracer des parallèles droites ou courbes pour pouvoir vraiment économiser du carburant, économiser du gasoil, je viens de le dire, des pièces d'usure, économiser du temps. On a des capteurs maintenant qui sont capables de pouvoir géoréférencer quand on récolte les rendements à la parcelle est quasiment sur un carré de 5 mètres de côté. On a des technologies par satellite qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans les parcelles sans forcément y aller, parce que même si c'est sur, moi je suis pas très grand. C'est sur combien d'hectares chez vous? 250. Et David? 160. 160. Donc moi j'ai... C'est quand même une grosse surface. Donc moi je ne suis pas très grand, donc je regarde mon blé, mais j'ai une hauteur de point de vue qui est la mienne. Mais par satellite, obligatoirement, on a une globalité de l'information quand même qui est beaucoup plus forte et une capacité à détecter à des endroits de la parcelle des zones de potentiel variables, et tout ça nous permet d'ajuster des intrants, nous permet d'ajuster un certain nombre de pilotages de notre entreprise. Donc, ce que j'entends, c'est que l'agriculteur 2.0, c'est d'abord un chef d'entreprise. Il manage effectivement de la gestion, c'est un chef d'entreprise. Comme les autres, j'ai envie de dire, oui, il a les mêmes contraintes, il faut faire tourner effectivement la boutique, il faut avoir des notions de gestion, de management, il faut être à l'aise sur l'outil informatique pour faire la déclaration de la PAC notamment. On a un premier élément, qu'est-ce qu'il a d'autre cet agriculteur 2.0? Il est quoi d'autre de plus ou de nouveau? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Pas de réponse. Moi, je peux amener peut-être un élément supplémentaire autour de WeFarmUp et de l'association ProFarmUp. L'idée, c'est ça, c'est qu'effectivement, moi, ce que je perçois, et le mouvement, les coopératives ont existé de tout temps dans l'agriculture. Il y a toujours eu, effectivement, chez l'agriculteur, ce réflexe de solidarité, de mise en commun, notamment de matériel. Mais on se dit qu'avec le numérique, les réseaux sociaux, ces solidarités et ces mutualisations peuvent justement exploser et permettre progressivement à chaque agriculteur de s'en sortir de mieux en mieux. C'est ça l'esprit de WeFarmUp? C'est l'esprit de WeFarmUp, de l'association ProFarming. Il faut savoir que le faire ensemble dans mon agricole, les premières définitions ont été écrites vraiment au départ du code rural, on parle du XVIIe siècle. Vous voyez, l'entraide agricole, c'est la notion de partage vraiment sur un secteur géographique de proximité, les voisins de terre, donc des échanges avec une notion de réciprocité. Le faire ensemble s'est structuré dans les années 30, après le crash boursier, donc les agriculteurs ont compris qu'il fallait s'associer les uns avec les autres pour mieux acheter et mieux vendre, donc c'est le mouvement coopératif. Et ce que l'on voit depuis 2015-2016, c'est une nouvelle manière de faire ensemble via des plateformes d'économie collaborative qui permettent de recenser tous les capitaux, les data, les compétences, etc., qui sont sur les territoires et de les rendre disponibles à un moment où on en a besoin. Il faut savoir que la demande agricole, l'agriculture est une industrie extrêmement lourde. On lève plusieurs centaines de milliers d'euros, des fois parfois des millions d'euros pour pouvoir mener à bien notre activité. Mais voilà, il existe maintenant une nouvelle solution pour avoir accès à des actifs de production sans forcément passer par la case d'endettement. Et ça, c'est vrai pour les agriculteurs, mais aussi pour les collectivités locales. Et je suis un peu j'en profite pour le dire. Est-ce que vous-même, David, puis Florian, vous avez recours à ce type de plateforme ou pas encore? Non, pas encore. Précisément WeFarmUp, non, pas encore. Mais de manière plus connue encore de réseaux comme ça de collaboration entre agriculteurs. Il y a Twitter ou Facebook où on va pouvoir, ça va être un lieu d'échange, ou même les forums qui existent depuis un moment sur Internet. Ça va déjà être là sur ces plateformes des nombreuses années où il y a des échanges. Et puis des échanges textuels, mais aussi des photos, des petites vidéos échangées. Et puis on se fait une idée de chez vous, comment ça se passe. Et il a mis une photo de sa batteuse à l'action, donc ça veut dire que si chez lui c'est sec, c'est sec chez moi aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça collabore de tous côtés en fait. On allume Internet et comme là récemment je regardais la météo, il y a un site qui s'appelle infoclimat.com, là on peut localiser la météo sur sa commune. Et il y a même des passionnés de météo qui diffusent leurs données de leur station météo sur le site. Et on peut avoir de manière gratuite l'information de ce passionné. Donc c'est génial. Si le nuage passe auprès de chez lui à ce moment-là, à telle heure, ça veut dire que quelques minutes après, il va être chez moi. Il va être chez moi, Donc
voilà, il faut que ça m'agite. Et est-ce que vous faites partie de ces agriculteurs qui ont toujours le nez dans leur smartphone pour suivre le cours des matières premières, ce genre de choses ou pas? Dans les cours, je regarde de manière une fois par jour aussi quand même le soir. Ouais. Après, faisant des vidéos, je regarde beaucoup les commentaires qui en découlent, voilà, parce que chacun est libre de poser un commentaire sous mes vidéos, donc c'est vrai que je suis assez tenté assez souvent de regarder les réactions, les petits pouces en l'air, les petits pouces en bas, voilà, et quelle est la proportion de j'aime ou j'aime pas sur les vidéos. Ça c'est un peu particulier à moi, mais après, la météo, oui, pas mal, le matin, le soir aussi. Voilà, une fois par jour, c'est sûr, le smartphone ou l'ordinateur est allumé, ça c'est certain. Florian, on a compris que l'essentiel de tes heures, t'es arrivé sur le smartphone, donc tu ne quittes jamais. Non, mais je suis toujours à le téléphone. Toujours sur le téléphone. Bon, déjà pour ça, mais aussi pour toutes les autres applications qui ont un lien avec l'agriculture, en fait, genre Celso. C'est quoi ça? C'est une application pour déclarer les naissances ou les sorties de l'exploitation. Ouais. Je dois aussi déclarer, faire mon plan de fumure, le cahier de pâturage, tout ça c'est à faire, c'est obligatoire. Et je le fais effectivement sur Internet. Merci Florian. Un dernier mot, rapidement une présentation de WeFarmUp, puis l'association, l'association c'est WeFarmUp, et non, l'association c'est CoFarming. Je m'y perds un peu parce qu'il a 3 casquettes, agriculteur, président d'Asso et start-upper, donc pardon Laurent. Donc dans l'ordre que tu veux. WeFarmUp en fait c'est une plateforme collaborative, donc à l'instar des plateformes comme Airbnb, Draghi, Milcar et toutes les personnes qui ont lancé vraiment ce mouvement économique, on connecte les exploitations agricoles et notamment tous les actifs de production. Et on les référence sur une plateforme de manière à les rendre accessibles à tout un chacun le moment où il en a besoin. Donc l'idée vraiment c'est de recenser des démonstrateurs, des tracteurs, un certain nombre de choses qui sont nécessaires à la production, et un agriculteur qui a un besoin ponctuel, plutôt que de s'endetter, a la capacité à pouvoir commander une location ou une prestation, qui est une location avec un homme, et derrière on a la possibilité aussi de partager des investissements. Donc l'idée c'est de sortir en fait peut-être du cercle de voisins de proximité qu'on connaît bien et avec qui on a construit vraiment de véritables projets, d'aller un peu plus loin pour démultiplier les capacités d'interaction. Donc on n'est pas toujours l'agriculteur qui est à 50 km de chez soi, et on peut le rencontrer grâce à la plateforme WeFarmUp autour d'un besoin en matériel agricole. Et le co-farming, c'est une structure que nous avons créée pour pouvoir parler de cette nouvelle modalité d'organisation du monde agricole grâce au réseau, grâce à ces plateformes d'économie collaborative. On rassemble à l'heure actuelle 8 plateformes. Donc il y a du partage de données, il y a du partage de fourrage, qui est un sujet, je pense, à un territoire du Cantal. On peut partager des parcelles, notamment dans le cadre d'échanges. On peut partager un certain nombre de choses, des alertes agronomiques, quand on va circuler, comme disait David, quand on voit que les voisins font quelque chose, mais quand on a l'information, derrière ça nous permet de piloter aussi nos interventions, ou peut-être d'émettre une alerte dans la manière dont on va piloter nos interventions à venir. Mais toutes ces plateformes-là permettent de partager avec un smartphone ou un ordinateur une certaine série d'informations ou d'actifs de production. Merci.